Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station est Benoît avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et la forme? Oui, toujours. Alors le week-end? Le week-end, j'ai essayé de... Comment dire? J'ai découvert une nouvelle série en fait, qui s'appelle The Old Man, avec Jeff Bridges. Tu dois connaître cet acteur-là. Non, je connais pas. Non, tu le connais. Si tu vois son visage, tu le connais. C'est sur Disney+. Ah d'accord. Voilà, okay. Non, moi j'ai pas Disney+. Tu n'as pas? Non, non. Bon, moi avec des VPN. Ah d'accord, ouais. Tu vois, non? Bon. Je fais pas dans la piraterie. Non, c'est bon, c'est toujours bon pour nous. Il n'y a pas Disney Plus dans notre zone là, donc on est obligé de continuer. En fait, c'est une série, en fait, c'est... en gros, c'est deux anciens agents de la CIA. Il y a un qui est parti à la retraite et un autre qui après s'est reconverti au FBI où il a un haut poste là-bas. Mais il s'avérait que quand ils étaient au service actif, donc ils avaient mené une action clandestine en Afghanistan en fait, contre un chef de guerre à l'époque qui se battait du côté des Américains, mais après il y a eu une brouille. Et puis je crois que le chef de guerre là, on ne sait pas encore, bon, parce que je suis encore au début, il semblerait qu'il ait passé un accord avec les autorités américaines pour attraper l'ancien agent de la CIA qui était retraité. Là. Apparemment, c'était un tueur ou un truc comme ça. Là. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, pour le moment, je n'ai pas encore découvert. Mais c'est vraiment très intéressant. Moi, je ne suis pas trop série. Quand une série est trop longue, ça m'ennuie. Donc, il y a ça. Et puis, il y a 2 préquels qui sont sortis. Il y a le préquel sur le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir et puis le préquel sur Game of Thrones, la maison du dragon. Voilà. Ça, j'ai entendu parler. Il y avait des nouveaux épisodes qui étaient sortis. Ça aussi, mais ça, c'est sur Amazon? Oui, c'est sur Amazon. Okay. Voilà, donc... Ok, d'accord. Donc, c'était un week-end tranquille à la maison. Oui, au calme. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va s'intéresser au nouveau train de sanctions adopté par l'Union européenne pour essayer... une fois de plus, pour contraindre la Russie à abandonner sa guerre d'invasion. Surtout que ces nouvelles batteries de sanctions étaient attendues après la décision des autorités russes d'annexer les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia. Il faut savoir que l'ordre, si tu veux, la loi d'annexion avait été signée par Vladimir Poutine, ça avait été filmé par les caméras du monde entier, et la Douma, donc le Parlement russe, a ratifié justement cette loi d'annexion-là. Donc, ça veut dire que, de fait, sur un plan politique, ces régions-là sont annexées à la Russie, même si les Occidentaux ne reconnaissent pas cette annexion. Ils ont dit qu'ils ne vont jamais reconnaître l'annexion de ces régions-là, de même qu'ils n'ont jamais reconnu, depuis 2014, l'annexion de la Crimée à la Russie. Donc, en fait, Vladimir Poutine il a joué la même partition qu'en 2014, c'est-à-dire qu'il avait organisé dans ces régions-là des référendums, et ces référendums avaient à une très large proportion, à une très large majorité, voté pour, si tu veux, l'annexion de ces régions-là dans la Russie. Donc pour Vladimir Poutine, ce n'est qu'un juste retour des choses, puisqu'il considère que ce sont des populations russophones qui ont toujours voulu repartir vers la terre-mère qu'est la Russie. Et pour l'Ukraine, c'est une volonté, une fois de plus, de la part de la Russie, de vouloir morceler l'Ukraine, de vouloir la démanteler et de vouloir, l'affaiblir. Et donc pour l'Ukraine, surtout que depuis quelques semaines, les troupes ukrainiennes, depuis la contre-offensive qu'ils avaient ils avaient déclenché sur la ville de Kherson, qu'ils étaient parvenus à reprendre. Ils ont aussi eu pas mal de victoires ces dernières semaines avec la récupération des villes d'Izium et de Liman. Même si ce n'est pas dans la zone qui fait partie de la zone de Donetsk, mais sur un plan militaire, c'est quelque chose qui avait été quand même assez spectaculaire parce que on avait vu la manière avec laquelle les Russes avaient dû reculer de manière extrêmement rapide et même abandonner une partie de leur matériel sur place. Et donc, c'est fort de ce succès-là que Volodymyr Zelensky ne cesse de demander aux Occidentaux plus d'appui sur le plan militaire, notamment en armement. C'est la raison pour laquelle Joe Biden, après la décision de la Russie d'annexer
ces régions-là. Et au regard des succès militaires de la contre-offensive menée par l'Ukraine, ils ont donc décidé de rallonger l'aide à apporter, une nouvelle tranche d'aide accordée à l'Ukraine, 1,1 milliard de dollars, dont 625 millions en armement. Donc ces armements vont aussi bien des nouveaux missiles HIMARS au système de lance-roquettes, mais également 32 canons Haubitzer, sans oublier des dizaines de milliers de munitions légères et des munitions d'artillerie, ainsi que des systèmes de mines, plus 200 véhicules blindés. Donc ça, c'est le nouveau package d'armement qui va être livré par les États-Unis à l'Ukraine. Et donc, l'Union européenne, elle, de son côté, avait donc décidé, en représailles à cette annexion de ces régions-là, d'ajouter une nouvelle batterie de sanctions. Alors, ces batteries de sanctions-là comprennent notamment le fait qu'on va notamment suspendre l'interdiction de certains navires de pétroliers russes sur l'espace de l'Union européenne. Donc les livraisons, on va interdire totalement les livraisons de pétrole et de gaz russes. Mais il faut savoir que cette interdiction des navires, des pétroliers russes, ou des navires qui transportent, surtout pas des pétroliers russes, des navires qui transportent le pétrole russe. Cette entrée-là avait été d'abord, dans un premier temps, il y avait eu des oppositions de la part d'un certain nombre de pays, donc Chypre, Malte et la Grèce. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui vivent énormément du transport maritime. Et donc, ces trois pays-là avaient demandé un certain nombre de garanties par rapport à la mise en œuvre de cette sanction-là, parce qu'elles craignaient que si on interdisait la totalité des navires qui transportaient du pétrole russe, si on leur interdisait d'entrer dans l'espace de l'Union européenne, ils devaient perdre le pavillon de la plupart de ces navires-là. Et donc, la Turquie, juste à côté, qui, elle, n'applique pas les sanctions de l'Union européenne, pourrait rafler la mise en récupérant une grande partie de ces navires-là. Donc, ces trois pays-là avaient donc demandé un certain nombre de garanties de la part de l'Union européenne. Je crois qu'ils les ont obtenues. Et puis, il y a eu une nouvelle batterie de sanctions individuelles concernant le gel des avoirs de certaines personnalités ukrainiennes qui sont accusées d'avoir validé, si tu veux, l'organisation de ces référendums-là. Donc, je crois que ce sont la plupart des responsables des milices pro-russes qui se battent contre l'armée régulière ukrainienne, notamment dans ces 4 régions-là. Et puis, il y avait notamment des sanctions aussi qui frappent certains équipements, notamment les semi-conducteurs, les pièces, comment on appelle ça, les pièces détachées d'avions et un certain nombre d'autres matériels industriels, sans oublier des produits chimiques aussi, pour empêcher justement la Russie de bénéficier de composantes qui vont leur permettre des composantes qui leur sont utiles, notamment dans le domaine des hautes technologies. Bon, mais dans ce dernier point-là, notamment les sanctions concernant les semi-conducteurs, il faut se rappeler que Ursula von der Leyen, par exemple, avait fait un discours dans lequel il disait que l'industrie russe était à l'agonie et que pour avoir ces semi-conducteurs-là, la Russie réquisitionnait des micro-ondes, des machines à laver, etc., pour retirer ces composantes-là, pour les utiliser notamment pour la fabrication de leurs missiles. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est totalement faux. En réalité, depuis déjà la reprise, depuis 2 ans, en fait, il y a une véritable pénurie de semi-conducteurs. Pourquoi ? Parce que du fait des 2 années où il y a eu la Covid, eh ben, si tu veux, les pays qui sont les plus grands producteurs de semi-conducteurs, cette industrie était quasiment à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que la plupart des usines qui utilisaient ces semi-conducteurs étaient également à l'arrêt. Quels sont les secteurs qui utilisent énormément les semi-conducteurs ? On a l'électroménager, on a l'automobile, on a l'aviation, on a l'armée, parce que les équipements militaires. Et donc, ces entreprises-là, ces usines-là étant à l'arrêt, eh ben, les 2 gros producteurs mondiaux de semi-conducteurs, que sont notamment Taïwan et la Corée du Sud, étaient quelque peu à l'arrêt. Et puis, avec la reprise si tu veux, des activités économiques après la Covid, eh ben, il y a eu une demande très forte et la Corée du Sud et Taïwan ont eu du mal à pouvoir répondre à cette demande-là. C'est la raison pour laquelle, par exemple, des pays comme la Chine, et puis la Chine aussi, en
quelque part, puisqu'il y a derrière la tension liée avec Taïwan, eh bien, ils regardent la Russie et ils savent que s'ils décident, par exemple, maintenant d'annexer Taïwan par la force, il y aurait un certain nombre de sanctions qui seraient prises contre elles, notamment les semi-conducteurs. Or, la Chine dépend à plus de 80% de ces semi-conducteurs de Taïwan. Donc, la Chine a commencé à lancer ses propres unités de production de semi-conducteurs sur son territoire. La même chose avec les États-Unis aussi, parce qu'on a reproché à Joe Biden d'avoir abandonné des pans entiers de l'industrie, enfin, de l'industrie de haute technologie à des pays étrangers. Donc, ça, si tu veux, ça met en danger la sécurité des États-Unis, la sécurité industrielle des États-Unis. Et donc, Joe Biden a aussi lancé des unités de fabrication de semi-conducteurs. Et on sait que la Russie également est en train de préparer également ses propres usines de fabrication de semi-conducteurs. Donc, si tu veux la guerre en Ukraine, ces nouvelles sanctions-là, et puis il faut savoir aussi que les pays européens eux-mêmes font face à cette pénurie de semi-conducteurs. On sait par exemple que Renault va fermer un certain nombre, va mettre en chômage technique un certain nombre de ses usines parce qu'il leur manque notamment des semi-conducteurs, notamment les véhicules Dacia. On va arrêter momentanément les Duster, on va arrêter momentanément la production de ces véhicules-là parce qu'ils font face à une grave pénurie de semi-conducteurs. Donc, c'est quelque chose qui ne frappe pas seulement les Russes. Ces sanctions-là, elles aussi font face à cette réalité-là. Et puis derrière, est-ce que cette nouvelle batterie de sanctions-là va changer quelque chose ? Les Européens espèrent que oui, parce qu'ils se disent que cette première batterie de sanctions ont affaibli, si tu veux, la Russie au point où elle a commencé à subir ses premiers revers sur le plan militaire. Donc, ils estiment que d'un côté, l'appui militaire des Américains avec des livraisons massives d'armes, avec l'appui en renseignement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'appui en renseignement et l'appui en stratégie opérationnelle, ce sont les Américains qui le font, ce n'est pas les Ukrainiens. Souvent, on veut donner l'impression, je ne dis pas que les Ukrainiens n'ont pas leur part, ne jouent pas leur partition, si, ils jouent leur partition, mais derrière, il ne faut pas oublier que les Américains sont au centre même de la stratégie opérationnelle des Ukrainiens. Donc dans les centres de commandement, ce sont les Américains qui récoltent les renseignements, qui les décryptent, qui les analysent, qui aident les Ukrainiens à bâtir leur stratégie opérationnelle. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc sans les États-Unis derrière, l'Ukraine n'aurait jamais obtenu, ou ne pourrait jamais obtenir les résultats qu'elle a là. C'est la raison pour laquelle on parle de guerre hybride. Parce qu'en réalité, sur le terrain des opérations, ce sont certes les soldats ukrainiens qui se battent face aux soldats russes, mais derrière, il y a tout l'appui financier, militaire et autres des Américains. Et puis, à côté, les Européens aussi veulent jouer leur partition en espérant que cette nouvelle batterie de sanctions va accentuer encore une fois de plus, si tu veux, la dégradation de la situation économique et sociale en Russie, au point de susciter une espèce de révolte même, aussi bien interne, une révolte interne, et qui pourrait, il espère, faire tomber le gouvernement de Vladimir Poutine. Malheureusement pour eux, j'en avais parlé ici, j'avais fait un post sur les sanctions pour montrer que en dehors de l'Afrique du Sud est le seul pays qui est, du fait des sanctions, ait pu céder. Mais l'Afrique du Sud a cédé parce que l'humanité entière, la communauté internationale dans son entièreté avait imposé un embargo à l'Afrique du Sud, et donc l'Afrique du Sud était asphyxiée et ça n'avait pas d'autre choix que de mettre un terme à l'apartheid. Or là, on n'est pas dans ce cas de figure. Contrairement à ce que les Occidentaux martèlent tout le temps, la Russie n'est pas totalement isolée, on le voit, elle signe des partenariats, notamment avec l'Iran. L'Iran notamment a livré un certain nombre de drones pour appuyer, si tu veux, la Russie. La Russie a des accords commerciaux avec la Chine, avec l'Inde. La Chine continue à contourner les embargos, notamment grâce à l'appui de pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on le sait, Dubaï, c'est un point de départ pour des équipements qui vont à destination de Russie. Donc il y a eu, si tu veux, une réorganisation des chaînes d'approvisionnement de la part des Russes. Il y a une réorganisation de l'industrie en interne. Il faut savoir que plus de 1200 entreprises occidentales sont parties de Russie. Et donc les Russes sont un peu comme en 2014, lorsque l'on avait frappé de sanctions la Russie, lorsqu'elle avait annexé la Crimée sur le plan des sanctions agricoles. Et donc la Russie avait réorganisé, si tu veux, toute sa filière agricole pour devenir aujourd'hui l'un des leaders mondiaux en matière d'exportation de
de denrées alimentaires et de céréales, ce qui fait qu'aujourd'hui, cela pèse, ces sanctions-là pèsent également sur les Européens sur le plan alimentaire. Donc, ces nouvelles batteries-là, et puis rappeler qu'il y avait un point qui avait été proposé en termes de sanctions, c'est-à-dire sanctionner le diamant russe, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ceux qui ne le savent pas, la Russie est un gros producteur de diamants également, mais la Belgique avait mis son veto, parce qu'il faut savoir que la Belgique, l'industrie diamantifère, c'est une industrie qui est extrêmement importante en Belgique, notamment la ville d'Anvers, c'est la ville qui est appelée la ville du diamant. Donc la Belgique a mis son veto, et donc cette proposition de sanction-là ne verra pas le jour. Mais derrière, il faut également savoir que l'inflation continue de grimper. Pour la première fois au sein de l'Union européenne, cette inflation atteint 2 chiffres. Donc, on a dépassé les 10% dans la zone de l'Union européenne. Et donc, cette surchauffe-là, c'est pour ça qu'ils ajoutent les sanctions. Ils espèrent que d'ici la fin de l'année, la Russie va tomber. Mais la Russie aussi espère l'inverse, qu'en tenant bon, et grâce notamment à l'appui de l'OPEP, par le biais de cette diminution de la quantité, les quotas de production de pétrole, tout ça va encore augmenter l'inflation. Et donc, c'est un peu à ce jeu-là que jouent les deux parties, entre les Occidentaux d'une part et la Russie de l'autre. Et on verra d'ici le mois de décembre celui des deux qui sera le premier à rompre. En fait, c'est dans cette situation-là qu'on se trouve aujourd'hui. D'accord, merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour l'actualité internationale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.